Pour un lecteur acharné, il y a une vie avant et une vie après la lecture de Vie et Destin. Personne ne peut sortir indemne de cette lecture bouleversante. Peut-on ne pas lire Vie et Destin? Oui. Même un lecteur intéressé peut pendant des années tourner autour de ce gros bouquin sans y toucher et appréhender l'effort que l'on imagine pour aborder un tel mythe. Mais si on l'ouvre, si on met le petit doigt à l'intérieur, on tombe, on disparaît, car ce livre est un gouffre. Absolument stupéfait. Pour moi, c'est un des monuments du XXe siècle. Ce livre d'histoire a également sa propre histoire. Longtemps interdit, il ne sera publié qu'en 1983, 20 ans après la mort de son auteur. Il y a plusieurs manières d'approcher l'ouvrage de Vassili Grossman, par l'histoire, par la littérature ou par le message humain qu'il nous apporte. Il y a le côté historique. On vit littéralement la bataille de Stalingrad, moment clé dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Mais on assiste également à la création par les Allemands des ghettos, à la concentration et à l'extermination du peuple juif dans les camps de la mort. On découvre également les purges de Staline en 1937, la vie dans les goulags. En fait, on suit avec Grossman son propre parcours historique jusqu'à sa découverte de l'antisémitisme soviétique. Les romans russes ont souvent une place à part dans la littérature mondiale, du fait de leur ampleur, de leur précision et du projet littéraire qu'ils développent. La littérature russe est une histoire de famille et chaque auteur semble solidaire de l'ensemble des auteurs de son pays. Ce n'est pas qu'il y ait un style commun ou un message humaniste et politique commun, c'est que leurs textes sont tous empreints d'un héritage commun qui mêle la littérature nationale et le peuple russe. Les personnages de Vie et Destin sont également très nombreux, au moins 150 paraît-il. Ils sont regroupés autour de la famille et des amis de Ström, qui est un double de l'auteur, de son métier, de ses amours, de son courage et de ses faiblesses. Certains sont à Moscou, d'autres sont à Stalingrad, d'autres sont dans les camps de travail, dans les ghettos ou même dans les camps d'extermination. Le lecteur vit et souffre avec tout ce groupe pendant ces quelques années décisives. On a froid l'hiver, on suit des nouvelles du front, on est inquiet par les dénonciations et la menace d'être interrogé par la police de Staline. On subit les petites trahisons d'amis proches, on s'émerveille de la résistance et du malheur de ces femmes et de ces hommes russes qui avaient tous un idéal commun. L'un des chapitres les plus bouleversants du livre est celui où la mère de Ström écrit à son fils et lui raconte ses derniers jours avant son exécution. Ce témoignage est inspiré directement par le sort de la propre mère de Grossman. Je suis sûre, Vitya, que cette lettre te parviendra, bien que je sois derrière la ligne du front et derrière les barbelés du ghetto juif. Je ne recevrai pas ta réponse, car je ne serai plus de ce monde. Je veux que tu saches ce qu'ont été mes derniers jours. Il me sera plus facile de quitter la vie à cette idée. Dans le siècle de la barbarie et des désillusions, la réflexion de Grossman suit son propre parcours, car il est exemplaire. En fait, grâce à l'écriture, comme son personnage Ström, il arrive à la vérité. Écrivain de la nation russe dans l'esprit du Parti communiste, son premier grand roman, Le peuple est immortel, sera même proposé pour le prix Staline. Membre de l'Armée rouge, il est à Stalingrad en 1942 et en juillet 1944, il entre dans les camps de concentration à peine libérés. Il sera ainsi le premier à les décrire. Son récit, L'enfer de Treblinka, sera même utilisé lors du procès de Nuremberg. Grossman est également un écrivain contestataire.
Sa prise de conscience des conséquences de la main de fer de Staline lors des purges de 1937, du climat politique pendant les années de guerre, puis l'apparition d'un antisémitisme d'État qui se dévoile peu à peu, vont effacer chez lui l'espoir d'une rédemption du régime soviétique après l'expérience de la guerre. Dans la victoire de la Russie, il retrouve une prolongation de la monstruosité du nazisme et va faire dans son livre la démonstration du parallèle entre les régimes nazis et soviétiques qui, finalement, se retrouvent dans l'antisémitisme. Grossman reste optimiste et nous délivre un message de bonté et de confiance dans l'homme. Plus les ténèbres du fascisme s'ouvrent devant moi et plus je vois que l'humain continue invinciblement à vivre en l'homme. Même au bord de la fosse sanglante, même à l'entrée de la chambre à gaz, j'ai trempé ma foi dans l'enfer. Si, encore maintenant, l'humain n'a pas été tué dans l'homme, alors jamais le mal ne vaincra.